Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV 78, une émission spéciale enregistrée à Berlin, en Allemagne et consacrée aux questions de défense. Nous vous présenterons d'abord l'Eurocorps à Strasbourg dans le Bas-Rhin, une force multinationale qui est née en 1992 et qui a pour origine une initiative franco-allemande. Nous vous emmènerons ensuite également à Évreux dans l'Eure pour y découvrir l'unité de transport aérien franco-allemand. Mais avant cela, le gouvernement allemand qui augmente ses dépenses militaires, le futur avion de combat européen. On en parle avec Thomas Vieder, le correspondant en Allemagne du journal Le Monde. Zone Europe. L'Allemagne, pour dire les choses, n'a pas été fondamentalement motrice dans ce projet, mais elle n'a pas non plus, elle ne l'a pas non plus bloqué. En fait, il y a deux niveaux de difficulté. Bon, c'est un projet extrêmement lourd, hein, c'est un projet qui doit voir le jour à la fin des années 2030. Et le premier enjeu, c'est de construire ce qu'on appelle un démonstrateur, une sorte de prototype qui doit être mis en service à la fin des années 2020-2027, je crois. L'Espagne s'est agrégée au projet. Le problème, il est double. Il est lié au désaccord qui existe entre les industriels parties prenantes de ce projet, notamment entre Dassault et Airbus pour des histoires très complexes de propriété intellectuelle. Et l'autre problème, il est celui malgré tout de la volonté politique et du financement. Ce qu'on a vu sous Merkel, c'est que comme vous le savez, tout ce qui est défense est très très contrôlé par le Parlement en Allemagne. En fait, le financement de ce projet doit être validé, alors je ne sais plus si c'est tous les 2 ans par le Bundestag, mais en tous les cas, chaque tranche doit être validée et fait l'objet de vifs débats, parce que sous Merkel, les sociaux-démocrates, donc le parti de Olaf Scholz, bloquaient très souvent pour mettre les fonds pour ce projet, et souvent ils bloquaient parce qu'il y avait une élection quelque part et que par rapport à l'électorat SPD, voilà. Alors depuis que Scholz est chancelier, les choses sont un petit peu différentes. La guerre en Ukraine a tout bouleversé. L'Allemagne a annoncé qu'elle allait débloquer un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser la Bundeswehr. Dans son discours où il annonçait ce fonds spécial, Scholz a évoqué au passage le projet d'avion du futur. Mais par exemple, dans l'autre grand discours européen qu'il a fait à Prague en août, il n'en a pas parlé. Et donc, depuis quelques mois, il y avait, côté français, quelques interrogations sur la volonté de l'Allemagne de continuer à participer à ce projet, avec cette espèce de paradoxe qu'au moment où l'Allemagne aligne 100 milliards pour sa défense, quid de ce projet, voilà, l'Allemagne semblant plus pressée d'acheter des avions américains pour porter les charges nucléaires, etc. Alors les choses se sont un peu rabibochées cet automne. Il y a eu un nouveau protocole qui a été signé là il y a quelques jours. Il y a eu des visites des ministres avec à chaque fois des déclarations, mais oui bien sûr on n'abandonne pas le projet. Moi mon intime conviction c'est que ce projet est trop symbolique et déjà trop engagé pour qu'on y renonce. Il a une telle importance qu'y renoncer, là on pourrait parler sans doute de rupture des relations franco-allemandes. En revanche, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça avance, ça traîne, ça avance, on craint que ça n'avance pas assez. Dans les dernières estimations, tout le monde table sur un retard. Voilà, déjà le calendrier est très lointain, mais au moins le prototype aurait 2 ou 3 ans de retard, sans doute. Donc c'est sans doute à ça qu'il faut s'attendre, mais à la limite, le caractère très progressif de ce projet, c'est-à-dire qu'on avance étape par étape, permet à chaque fois, malgré tout, de mesurer un peu quel est le degré de volontarisme politique, à la fois à Paris et à Berlin.
Alors Scholz, le chancelier Scholz a dit plusieurs fois que euh, l'objectif était que l'Allemagne ait la plus grande armée conventionnelle d'Europe. Donc à terme, ça changera quand même quelque chose. La question, c'est de savoir quand et à quel rythme. Parce que quand les 100 milliards d'euros ont été annoncés, tout le monde a dit ah, c'est formidable, voilà, l'Allemagne non seulement va pouvoir avoir une armée digne de ce nom, des hélicoptères qui volent, des bateaux qui flottent et des uniformes qui ne tombent pas en lambeaux, parce que c'est vraiment ça l'armée allemande aujourd'hui, il faut le savoir. Euh, mais mais les experts des questions de financement de l'armée disent deux choses. Un, que ces 100 milliards ne suffiront pas s'ils ne sont pas accompagnés d'une augmentation substantielle du budget annuel de la défense. Or, celui-ci a été gelé. Il restera stable jusqu'en 2025, je crois. Et du coup, notamment par rapport, vous savez, aux objectifs assignés par l'OTAN, à savoir que chaque pays membre doit consacrer 2% de son PIB aux dépenses militaires, en fait, la courbe, elle monte, c'est-à-dire que l'Allemagne devrait atteindre les 2% d'ici 2 ou 3 ans, je crois. Mais ensuite, si le budget n'augmente pas, elle va redescendre. Donc c'est vraiment quelque chose de long terme. Et la deuxième chose que disent les spécialistes, c'est que euh, cette, euh, euh, cette transformation, cette évolution ne sera pas complète si elle ne s'accompagne pas, un, d'une réorganisation de l'armée. Or, la Bundeswehr, créée en 1955, 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous l'égide en gros des Américains, est une armée qui a été organisée de telle façon qu'elle était quasiment inopérationnelle pour se battre. Parce que tout le monde voulait bien une armée pour protéger contre les soviétiques, mais le militarisme allemand, 10 ans après la chute du nazisme, personne n'en voulait. Donc c'est une armée qui est très lourde, très bureaucratique et peu adaptée au combat, et qui d'ailleurs ne combat jamais, puisque quand les Allemands sont sur des terrains d'opération extérieurs, ils font de la logistique, de la reconnaissance, mais ils ne combattent pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que ça s'accompagne d'une révolution aussi des mentalités. Alors celle-ci, sans doute que les Allemands sont moins pacifistes et antimilitaristes qu'ils ne l'ont été, et que beaucoup pensent qu'ils le sont encore aujourd'hui, mais il est sûr que ce pays n'a pas la culture, n'a pas de culture militaire, n'a plus de culture militaire pour des raisons évidentes. Et ce qui pour nous, Français, semble assez évident, l'Arc de Triomphe, le défilé du 14 juillet, le président de la République qui fait des discours dans la cour des Invalides, les honneurs militaires et toutes ces choses-là. Euh, s'auto-présentant comme chef de guerre. C'est inimaginable en Allemagne. Et ça, je pense que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais en tous les cas, il y a un geste budgétaire et une prise de conscience indéniable de la part des élites politiques, et sans doute des élites éclairées du pays, que l'évolution du monde, la guerre en Ukraine, les rapports qui se tendent entre la Chine et les États-Unis font que l'Allemagne ne peut plus se contenter d'être une grande Suisse à l'intérieur de l'Europe. Zone Europe. Bonjour Général Peter de Vogler. Bonjour. Vous êtes commandant de l'Eurocorps, un corps d'armée multinational créé en 1992. Il y a maintenant 30 ans. Vous avez d'ailleurs célébré les 30 ans de l'Eurocorps cette année. Aujourd'hui, il y a 6 nations cadres qui font partie de ce corps, donc la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Luxembourg, mais aussi la Belgique et la Pologne depuis cette année. On vous définit comme un corps de réaction rapide européen, c'est-à-dire que si demain il y a une guerre entre notamment l'UE ou l'OTAN souhaite intervenir dans une guerre, c'est l'Eurocorps qu'on enverra parmi les premiers. On n'est pas tout seul comme corps de réaction rapide. Depuis la fin de la guerre froide, plusieurs corps de réaction rapide sur le territoire européen, mais aussi en Amérique, ont été créés ou existaient déjà. Ce sont des corps nationaux, donc ce sera un choix de nos nations de nous envoyer au front si c'est leur volonté. Quand on parle de l'Eurocorps, on parle de combien d'effectifs ? On est plus ou moins 1000 personnes ici au quartier général du corps européen.
un état-major de plus ou moins 400 personnes et 600 personnes qui donnent les appuis nécessaires pour le transport, la mise en place des tentes, les communications et les appuis de tous les jours. Quelles sont les principales compétences que doivent avoir un corps de réaction rapide comme l'Eurocorps? Commander et être capable de se déployer rapidement de façon autonome dans la zone où on doit être engagé. Je parlais des 6 nations cadres juste avant. Comment ça se déroule le commandement justement quand il y a 6 pays qui décident? Comment ça se passe? Sur le terrain, dans le quartier général du corps européen, les nations cadres sont représentées au niveau des généraux et il y a un système de rotation tous les 2 ans. Moi, belge, je serai remplacé par un général polonais à l'été prochain. Mais sur le plan au-dessus du corps européen, il y a un comité commun qui est composé de nos chefs de la défense et des représentants des affaires étrangères qui décident du futur et des emplois du corps européen. C'est quoi l'intérêt pour la France, l'Allemagne, la Belgique et tous ces pays qui participent à l'Eurocorps d'avoir un corps multinational, si je puis dire? Voilà, c'est surtout ça, la multinationalité. Comme vous voyez dans le monde autour de nous, la multinationalité joue un rôle primordial. Les coalitions, c'est avec des coalitions qu'on gagne des guerres, qu'on peut s'imposer, qu'on peut défendre nos intérêts et ça nous donne une certaine légitimité au corps européen. Comment est-ce que vous vous coordonnez avec l'UE, avec l'OTAN? C'est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver pour les personnes qui s'y intéressent. Comment ça se passe? Dans le cadre de l'OTAN, c'est assez facile. On fait partie de la NATO Force Structure, donc la structure des forces de l'OTAN. On a des réunions de coordination, de synchronisation régulières et les spécialistes dans leurs différents domaines ont des accès au réseau secret de l'OTAN pour régler les choses et coordonner les différentes choses. Sur le plan de l'Europe, on a des contacts réguliers avec Bruxelles, les EUMS, le Military Staff de l'Union européenne, ainsi que le MPCC, donc le Military Planning and Conduct Capability qui se trouve aussi à Bruxelles. C'est eux qui gèrent un peu l'emploi si jamais on est employé comme outil européen. Alors il y a les nations cadres, mais il y a aussi les nations associées. Quel est leur rôle et que font-elles? On est très content d'avoir des nations associées à bord et la particularité de nouveau du corps européen, c'est qu'on a des nations associées OTAN, mais on a aussi des nations associées Union européenne. Et ça souligne encore une fois, ça met encore une fois en avant la dualité du corps européen qui est un peu exceptionnelle quand on se compare avec les autres corps. Donc ces nations-là, ils nous apportent du personnel et donc de l'expertise, des expériences, des contacts dans leur capitale qui nous aident dans le travail de tous les jours. Alors le siège de l'Eurocorps, c'est à Strasbourg. Pourquoi ce choix? D'où est-ce que ça vient? Ah, ça, il faut demander à nos prédécesseurs. Bien sûr, c'est une décision qui a été prise par, je pense, dans le temps, avec M. Kohl et M. Mitterrand, au moment où ils ont créé le corps européen. L'Eurocorps, je l'ai dit en début de cette interview, ça a été créé en 1992. Quelles sont déjà les opérations sur lesquelles l'Eurocorps a participé? On a été employé, comme j'ai déjà dit, du côté OTAN comme du côté européen. On a été au Kosovo, on a été en Afghanistan, on a fait des missions en Afrique pour l'Union européenne. On a été aussi sur des rôles d'alerte, aussi bien pour l'OTAN que pour l'Union européenne en tant que Force Headquarter pour le EU Battle Group, mais aussi les autres tâches que l'OTAN peut nous donner. On a donc un parcours assez riche en déploiement et en utilisation. La première mission de l'Eurocorps dans le cadre de l'Union européenne, c'était au Mali. Qu'est-ce que ça a changé par rapport aux missions précédentes, le fait que ce soit encadré par l'Union européenne et que ce soit une mission européenne? Ben, je pense que c'est justement ça. Auparavant, c'était une nation cadre qui reprenait le commandement de l'EUTM et elle mettait beaucoup de ses moyens, mais ici c'était un effort multinational et donc à l'image de l'Europe. Et c'est pour ça que ça a été un accélérateur pour l'intégration européenne, que le corps européen a pris cette fonction-là. Alors justement, l'Eurocorps, c'est un peu considéré comme le début de l'Europe de la défense. Il y a déjà beaucoup de coopération. Est-ce que, selon vous, c'est possible d'en avoir encore davantage et d'intégrer demain de nouveaux pays encore dans cet Eurocorps et dans cette Europe de la défense qui est en train d'émerger? Ouais. On doit y travailler.
Il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent encore avoir lieu. Il y a des initiatives binationales comme on voit avec différents pays, comme maintenant par exemple la France et la Belgique dans le cadre de la capacité motorisée. Mais il y a d'autres initiatives multinationales, bilatérales, trilatérales qui peuvent encore améliorer ce socle de la défense de l'Europe. Et pour finir, Général, dans les années qui viennent, d'ici 2024, l'Eurocorps sera intégré à la Joint Force de l'OTAN. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Vous voyez ici derrière nous les tentes où on va dans quelques jours commencer un grand exercice en interne. Mais ce type d'exercice sera refait l'année prochaine et on sera certifié pendant toute une année sur différents sujets par l'OTAN pour être certain qu'on est prêt à assumer un rôle qui serait de mener des opérations 360 degrés autour de l'OTAN. Pas nécessairement un article 5, donc pas vraiment un conflit de haute intensité, mais quand même un conflit qui peut prendre une ampleur, comme par exemple l'opération Barkhane qui est bien connue en France. Merci beaucoup, Général Peter de Vogler. Merci. D'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le commandant de l'Eurocorps. Zone Europe. Nous sommes à l'escadron franco-allemand C-130J à Évreux qui a été inauguré en mars 2021 et je suis avec le lieutenant-colonel Mike. Bonjour. Bonjour. Alors quand vous êtes arrivé sur la base, comment s'est passé votre arrivée justement sur cette base militaire ? Je suis arrivé ici à la base 105 en avril 2021 et j'ai commencé à travailler. Nous avons ouvert l'élément de soutien national en avril avec l'aide de la partie française et nous avons continué à préparer l'arrivée des soldats allemands ici à Évreux. Et comment s'est passée l'adaptation avec les militaires français sur la base ? Ce n'était pas du tout un problème, car ici, à Évreux, nous avons reçu un soutien incroyable du camp, mais aussi de la ville. On était en toute tranquillité et nous nous sommes sentis très à l'aise dans la région dès le début. Nous avons pu commencer notre travail avec beaucoup de soutien, et cela dès notre arrivée. Est-ce que vos familles ont pu vous suivre justement quand vous êtes partis pour venir en France ? La plupart des familles ne sont arrivées que le 21 août. Nous parlons d'environ 20 familles qui sont arrivées ici, à Évreux. Ces familles ont ensuite amené leurs enfants à l'école et c'était bien sûr un défi pour elles, mais surtout pour les enfants qui devaient apprendre le français. On a eu des problèmes relativement gérables. C'était surtout avec la barrière de la langue. Mais comme je l'ai dit, nous avons reçu du soutien incroyable de la part de la base, mais aussi des écoles. Après la première année, nous pouvons maintenant dire que l'intégration s'est extrêmement bien déroulée. Nos enfants parlent de mieux en mieux le français et les conversations deviennent de plus en plus fluides. Et quels sont les avantages d'un escadron franco-allemand ? Quels sont les objectifs ? Les objectifs et les principes de cet escadron sont basés sur l'amitié et sur la coopération. Et son avantage est bien évidemment le fait qu'il soit binational. Ici, nous avons 10 avions, c'est une petite flotte donc, mais nous opérons ensemble, car nous avons différents niveaux d'expérience. Le but est d'apporter aux autres, d'apprendre les uns des autres, et bien évidemment de faire preuve d'unité en matière de sécurité et de défense entre la France et l'Allemagne. Et quel a été votre ressenti face à la création de cet escadron franco-allemand ? J'ai découvert la création d'un relais binational en 2016 et j'ai trouvé le projet absolument intéressant. J'avais postulé à ce moment-là et je pense que c'était la bonne décision. À Évreux, nous essayons de mener à bien ce nouveau projet et je vous assure qu'ici, Allemands ou Français, nous sommes tous très engagés. Est-ce qu'il existe des différences, selon vous, entre la formation militaire allemande et la formation militaire française ? Il y a certainement des différences, car nous formons nos soldats différemment dans beaucoup de choses en Allemagne. Dès que les soldats arrivent ici, en France, nous n'avons presque plus de dossiers à gérer du fait de la formation technique standardisée. Nous ne cherchons plus les différences du moment que nos soldats sont bien intégrés sur le territoire français. Après, que ce soit en France ou en Allemagne, on retrouve à peu près les mêmes formations à la vie de soldats. Et est-ce que l'escadron est représentatif de l'amitié franco-allemande selon vous ?
Absolument. L'histoire de nos deux pays est basée sur de nombreux traités d'amitié, comme par exemple le traité de l'Élysée. Nos pays ont de très nombreux contrats de coopération commune et ici, vous pouvez le voir ou le sentir. Cet escadron a émergé de ces contrats d'amitié au cours des dernières années et de mon point de vue, nous sommes des représentants forts de l'amitié franco-allemande. Et quel est votre rôle au quotidien au sein de l'escadron ? Je suis le commandant de bataillon côté allemand et je suis également le capitaine adjoint de l'escadron. Le capitaine de l'escadron est toujours fourni par la partie française et ensemble, nous sommes l'équipe des capitaines d'escadron, qu'on peut également appeler les représentants nationaux. Nous prenons toutes les décisions ensemble et en même temps. Nous devons également respecter les réglementations nationales françaises, en particulier dans le domaine de la discipline. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Maïk, d'avoir répondu à nos questions. Donc, je rappelle que vous faites partie de l'escadron franco-allemand ici à la base aérienne 105 d'Évreux. Zone Europe. En mars 2022, les nouveaux bâtiments de l'escadron de transport binational C-130J ont été inaugurés à Évreux. L'occasion pour l'escadron franco-allemand de prendre possession de ces nouveaux locaux. Et pour en parler avec nous, je suis avec le commandant Romain. Vous faites partie justement de l'escadron franco-allemand. Bonjour. Bonjour à vous. Alors en mars 2022, l'inauguration a permis de mettre un point final au projet de mise en place d'une unité militaire mixte composée de militaires français et allemands. Quelle est l'histoire de cet escadron ? Pourquoi il a été mis en place ? Alors cet escadron fait suite à une volonté politique, donc un accord entre l'Allemagne et la France d'une coopération dans le domaine militaire et plus spécifiquement dans le domaine du transport aérien. Et cette mise en place a conduit à des aménagements des infrastructures, mais il a également fallu s'adapter à la communication entre les militaires français et les militaires allemands. Alors comment s'est passée cette adaptation ? Est-ce qu'on parle à la fois français et à la fois allemand ou est-ce qu'on va plus parler anglais ? Eh bien, écoutez, dans cet accord, comme on l'a évoqué, il a été évoqué que la langue de travail de l'escadron était l'anglais. Donc bien sûr, quand nous sommes avec des Français, on parle français. Quand les Allemands sont ensemble, ils parlent allemand. Mais au quotidien, quand on parle avec des Français et des Allemands, on parle anglais. Alors justement, est-ce qu'il y a eu des échanges en amont pour se préparer à cette installation sur cette base militaire ? Oui, eh bien écoutez, depuis que la lettre d'intention entre la France et l'Allemagne a été signée pour faire cette coopération, il y a eu des accords et des réunions de préparation pour voir comment cet escadron allait fonctionner en termes de mission et en termes de travail quotidien. Alors Évreux n'est pas la ville la plus connue de France. Pourquoi avoir choisi de créer une collaboration et de fonder une unité militaire mixte sur la base aérienne 105 d'Évreux ? Bien écoutez, comme vous l'avez évoqué, il y avait déjà une base aérienne sur Évreux. Et la base aérienne 105 d'Évreux est la base du transport aérien militaire pour la partie Médian. Donc il était tout naturellement prévu. Évreux a été choisi pour accueillir cette unité de transport. Et est-ce que la création de cet escadron a donc incité les militaires et les pilotes à des formations ? Est-ce qu'il y a eu des formations quand, par exemple, les militaires allemands sont venus sur la base aérienne d'Évreux ? Eh bien, écoutez, pour la partie pilote, pour ceux qui conduisent les avions, ils ont effectué une formation, comme les Français, aux États-Unis pour se faire former sur l'avion. Et comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle, justement, ce nouvel escadron ? Est-ce que ça a été un moment de stress, par exemple, avant la mise en place et avant la rencontre avec les militaires allemands ? Mais écoutez, pas forcément de stress, mais curiosité, puisque c'est une unité un peu spéciale, puisque c'est la seule de la sorte en Europe, et c'est la première fois qu'on a une coopération aussi poussée entre deux pays dans le domaine militaire. On va parler un petit peu justement de comment se compose un escadron. Alors les citoyens un petit peu comme moi ne savent pas comment ça se passe dans une base militaire. Comment se compose votre escadron ? Mais écoutez, l'escadron, il est intégré comme toutes les unités de la base aérienne à la base aérienne. Au sein de l'escadron, vous avez une organisation avec un chef français et un chef allemand. Ils vont, comment dirais-je, ils vont diriger des équipes, donc une partie opérationnelle qui s'occupe de voler, donc de réaliser les missions, et une partie soutien qui va s'occuper de réparer, on va dire, les avions. Et quelles sont vos missions à vous personnellement au quotidien ? Alors au quotidien, on fait des missions de transport de personnel, des transports de fret. On s'entraîne
dans le cadre des opérations. Donc pour pouvoir être déployé en opération, la France est engagée dans les opérations en Afrique et à travers le monde. Donc on s'entraîne à réaliser ces missions. Et cette collaboration main dans la main franco-allemande donc, qui a vu le jour en mars 2022, c'est très récent. Elle a pour objectif de perdurer dans les décennies par exemple ? Pour l'instant, oui, évidemment, hein, vu les infrastructures et les moyens qui sont donnés, c'est une coopération sur le long terme pour pouvoir s'entraîner et peut-être un jour faire des opérations ensemble. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le commandant Romain d'avoir répondu à nos questions et vous faites partie donc de l'escadron franco-allemand ici à la base aérienne d'Évreux. Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation et aussi sur TV 78. Très bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Zone Europe sur Sensation.